Donc, on assiste un peu à une situation particulière. Donc là, aujourd'hui, on va se plonger dans un scénario théorique, dans un scénario de fiction. Parce que là, on est en élection, on traverse un peu, on est dans un contexte de guerre, on traverse une crise, on sort d'une crise pandémique, on traverse une crise climatique. Fiona vient de déclencher une grosse alerte météo sur tout l'est du pays, puis on est frappé de plein fouet par un ouragan puis une catastrophe naturelle. Donc la question et le débat que je vais ouvrir aujourd'hui sur Québecwood, sur le sens critique, c'est lorsque nous sommes en période d'élection, lorsqu'il arrive une crise d'urgence, qui gère? Qui se doit de gérer la crise? Quand on sait finalement qu'en période d'élection, il n'y a pas de gouvernement élu, c'est qui devrait gérer une crise qui s'intervient ou qui arrive ou qui s'impose ou qui arrive et s'invite finalement dans une élection générale, provinciale, fédérale, peu importe, municipale, qui devrait gérer la crise pendant une élection. Aujourd'hui à Québecwood, on va un peu élaborer et réfléchir sur le sujet. Donc on sort d'une pandémie. On a eu un gouvernement qui a dû gérer une crise sanitaire. Il l'a eu pendant pas mal longtemps, on va se dire, pas mal plus longtemps que ce qu'on pensait, tous les pouvoirs pour gérer la crise comme il voulait, sans avoir trop de comptes à rendre à personne et aux autres oppositions et aux autres députés. Là, on est tombé en élection générale. La pandémie est terminée, elle est un peu derrière nous, elle est encore là, mais plus en marge de la société. C'est pas le débat le plus important parce que là, avec la pandémie, le coût de la vie a augmenté, les catastrophes naturelles, les changements climatiques. La nature nous fait des siennes ces derniers temps. Donc, on vient de traverser une alerte météo, une alerte d'urgence, et là, on voit quelque chose d'un peu inusité, d'un peu surprenant. On sait très bien que le dernier gouvernement a été dissous, qu'on est en période d'élection, qu'on sait pas. Les statistiques démontrent qu'un certain parti va peut-être obtenir la majorité, mais rien n'indique qu'il va être élu encore parce que le vote n'a pas encore eu lieu. Donc, là, on voit l'ouragan arriver sur l'est du Québec. On voit François Legault revêtir son habit de super premier ministre du Québec et là, gestionner la crise comme si c'était l'homme de la situation et lui qui gérait le Québec. La ministre sortante de la sécurité publique comme alcoolite à côté de lui pour gestionner la crise. Et je dis pas qu'il gestionne pas bien la crise, au contraire, ça leur fait une très bonne publicité, même qu'ils en tirent un très bon avantage par rapport aux électeurs et la visibilité médiatique. Mais là, la question que je me pose, c'est, on est en élection. Dans les faits, c'est pas François Legault, le premier ministre du Québec, et c'est pas Geneviève Guilbeault, la vice-première ministre du Québec et la ministre de la Sécurité publique actuellement. Est-ce qu'en période d'élection, on devrait suivre les ordres et les directives, et nos institutions devraient suivre les directives d'un mouvement politique plus qu'un autre, d'un parti politique plus qu'un autre, alors qu'aucun parti n'a été élu et qu'aucun député ne siège à l'Assemblée nationale? Qui devrait gestionner une crise qui tombe en plein milieu d'une crise électorale, en plein milieu des élections finalement? Est-ce que ça serait pas finalement une responsabilité qui reviendrait pas non seulement à l'ancien gouvernement, mais également à toutes les oppositions et à toutes les personnes qui se présentent aux prochaines élections générales? Est-ce que si, mettons, demain matin, on tombe en guerre, puis là, on est envahi par un autre pays, mais on est en pleine élection, qui va assurer la responsabilité de la gestion face à la crise? Ben moi, je pense que collectivement, cette responsabilité-là revient finalement à toutes les personnes qui se présentent dans leur circonscription, étant donné qu'il n'y a aucun député qui siège, qu'il n'y a pas de gouvernement élu, qu'il n'y a pas de gouvernement qui siège à l'Assemblée nationale et au Parlement démocratique qu'on a. La responsabilité reviendrait dans les faits à tous les gens qui veulent se présenter en politique. Mais c'est un débat qui fait parler, qu'on ne veut pas aborder, parce que si on commence à remettre en question à qui revient la responsabilité d'une crise en plein milieu des élections, on va finir par remettre en question aussi à qui revient la gestion d'une crise, même quand un gouvernement est élu. Est-ce qu'elle devrait revenir juste au gouvernement ou également à la contestation, à l'approbation et également aux amendements d'une opposition élue?
par la population qui représente une certaine partie de la population. Et quand on regarde comment que l'opposition est divisée au Québec, bien on réalise que l'opposition au Québec compose la grande majorité des Québécois. Il y a plus d'opposants au gouvernement actuel que de membres qui représentent en termes d'électeurs le gouvernement élu. Le gouvernement est minoritaire face à ses opposants, oui, parce que le vote est divisé. Finalement, dans la proportion du vote, il gagne le vote majoritaire et il devient le gouvernement. Mais quand on regarde la proportionnalité du vote aux oppositions qui va aux opposants, on réalise que tu additionnes le Parti québécois, le Parti libéral, Québec solidaire, puis le Parti conservateur du Québec, là, t'en fais une coalition, mais tout ensemble, ils forment une majorité qui prédomine largement finalement sur la coalition Avenir Québec dans un sens. Il faut regarder les données, les statistiques du dernier vote, mais également les prédictions du vote actuel. La CAQ a à peu près 36% des votes au scrutin. Ça lui donne une majorité. Mais ça lui donne pas tous les droits et tous les pouvoirs sur tous les citoyens quand on sait que finalement, ce 36%-là, tu fais 100% moins 36%, il reste combien de pourcentage de la population qui n'ont pas adhéré encore au mouvement et aux décisions de la coalition Avenir Québec? On se rend compte qu'il y a 60% et plus de majorité d'opposants et d'opposition qui sont dans des mouvements et dans d'autres partis de contestation qui ne participent pas activement à la vie démocratique du parti de la coalition Avenir Québec, donc qui n'adhèrent pas à toutes ces décisions et à tous ces amendements et à toutes ces propositions dans un sens. Et là, cette question vient tout remettre en question le fonctionnement du mode en scrutin qu'on a sur le vote par proportionnalité, parce que finalement, on remet en question toute la représentativité de la démocratie qu'on a actuellement. On se rend compte qu'on a un gouvernement qui règne par élection, mais par une proportionnalité minoritaire qui donne pourtant la majorité sur les autres partis politiques. Alors que finalement, ce parti représente qu'une minorité politique à travers tous les autres mouvements politiques. Quand on regarde la chose sur son ensemble, c'est ce qu'on réalise. On réalise que toutes ces questions-là ramènent la question de revoir le mode de scrutin au Québec, de rouvrir la question sur le mode du scrutin au Québec qui est oublié, en fait qui est une proposition de chaque gouvernement qui veut se faire élire et qui est finalement une promesse oubliée à chaque fois que le gouvernement est élu et obtient la majorité par le vote proportionnel et le système actuel qu'on a de représentativité qui fait défaut finalement aux adversaires et aux oppositions. Quand on regarde le taux d'insatisfaction générale face aux politiques, quand on regarde les réalités sur l'intimidation des élus dans les manifestations, quand on regarde ces principes-là de rejet face aux opinions différentes, face aux politiques, eh bien, il faut réaliser que toutes ces affaires-là, tous ces mouvements sociaux-là, toutes ces réalités sociales-là coïncident finalement avec la vie démocratique et le sentiment d'inclusion des citoyens, d'avoir un sentiment de pouvoir dans leur société démocratique. Et on réalise que tout ça remet en question finalement la question du vote, de la représentativité, de la proportionnalité de la représentativité de nos élus par rapport au vote proportionnel qu'on a aujourd'hui. On réalise que la plupart des gouvernements sont élus avec moins de 50% du vote, ce qui représente même pas la moitié de la population encore, et que malgré le fait qu'ils n'ont même pas la moitié du vote proportionnel, ces gouvernements ont la majorité absolue sur les oppositions, alors que quand tu additionnes les oppositions, tu réalises que finalement, si on regarde le vote sur un autre angle, sur un autre sens, on réalise que finalement, les Québécois ont voté pour une coalition d'opposition. Ils n'ont pas voté pour un gouvernement, ils ont voté pour des oppositions, en majorité. Donc, dans un sens, c'est les oppositions qui devraient gouverner puis se séparer la tâche et non le gouvernement qui a une proportionnalité puis une majorité de quoi? De 30, de 40, qui dépasse pas 50% du vote. C'est pas pour rien que quand un gouvernement s'installe au Québec, il est rendu indélogeable, il s'installe pendant des dizaines d'années parce qu'il gagne une publicité, parce qu'on lui donne un droit, une proportionnalité non représentative qui lui donne toujours une majorité absolue par rapport à tous les opposants.
Puis tu sais, à une certaine époque où ce qu'il y avait deux oppositions, c'était pas si pire. Mais dans un monde où ce que les mouvements se divisent, où ce que les réalités, où ce que l'intégration de la société remonte une différence et remet les mouvements en perspective et crée une divergence d'opinion, une divergence de mouvement et crée toutes sortes de positions, ben on se rend compte que la représentativité et la proportionnalité par rapport des mouvements minoritaires par rapport aux mouvements majoritaires est largement non représentée par rapport aux mouvements majoritaires. On se rend compte finalement, quand on analyse tout ça, qu'il y a de plus en plus d'opposition, qu'il y a de plus en plus de création de mouvements politiques et qu'il y a de plus en plus de mouvements politiques opposés au gouvernement actuel que la majorité. Et même si ces adversaires composent une majorité tous ensemble, parce que le fait qu'ils soient tous divisés démontre en fait qu'ils sont démontrés comme une minorité dans le système politique, alors qu'ils composent en fait une majorité tous ensemble. Tu sais, quand on vous cite la phrase « diviser pour mieux régner », ben c'est ce qui arrive avec le système des oppositions actuelles. On a divisé les oppositions au gouvernement d'une façon tellement divisée en mouvements politiques, axés sur un domaine, sur un genre, sur une philosophie différente, au lieu de les regrouper, qu'aujourd'hui on se retrouve à avoir un gouvernement qui règne sous un vote proportionnel minoritaire juste parce que les oppositions sont tellement divisées qu'ils sont pas capables d'obtenir une majorité du vote, bien que tout ensemble, soudés ensemble, ils représentent la majorité absolue face au gouvernement. Je veux dire, c'est pas mêlant, c'est pas simple, c'est pas difficile à comprendre, mais quand tu regardes ça, additionne Québec solidaire puis le Parti québécois, ben t'es rendu en opposition qui est rendue plus forte que le Parti libéral du Québec. T'es rendu quasiment égal à la coalition Avenir Québec, si tu mets les deux ensemble. Additionne le Parti conservateur du Québec puis les pro-pétrole, qui étaient avant soudés avec le Parti libéral du Québec, ben t'obtiens la majorité que le Parti libéral du Québec a obtenue pendant des années en subventionnant les énergies fossiles. Additionne maintenant le Parti libéral du Québec avec le Parti conservateur du Québec, avec le Québec solidaire puis le Parti québécois, ben t'obtiens 70% des votes pour les adversaires et pour les oppositions et juste 30% du vote pour la CAQ qui va pourtant devenir le prochain gouvernement élu. En fait, qui agit déjà et qui se prend déjà et prend déjà pour acquis le fait que c'est déjà un gouvernement élu. Tu sais, je veux dire, c'est pas mêlant au Québec. On a divisé le vote souverainiste à un point tel où on n'est même plus capable de le représenter dans les taux de vote. C'est pas pour rien que tous les gouvernements disent qu'ils vont changer le mode de vote par scrutin, de proportionnalité, puis réajuster ça, puis réparer les erreurs. Puis une fois qu'ils sont élus, ben, ils veulent plus le faire. C'est drôle, hein? Ils changent d'idée tout de suite. On nous dit ici qu'une réforme du mode de scrutin permettra de mieux respecter la souveraineté populaire, en faisant en sorte que l'Assemblée nationale soit un miroir plus fidèle des diverses composantes de la société. C'est pas un peu tout ce que je viens de vous dire? Pourquoi qu'on veut pas réformer le mode de scrutin au Québec? Parce qu'on a ben trop peur que ça change le visage des politiques actuelles et représente bien mieux les citoyens, et déloge certaines formations politiques qui s'accaparent le pouvoir par le fonctionnement actuel année après année, en profitant ainsi d'un système disproportionné qui n'est pas représentatif et proportionnel aux citoyens et qui met en marge et en disparité toutes les oppositions et les représentations divergentes à une seule formation politique qui semble prédominer aux yeux du public, mais en fait qui n'est qu'une infime minorité par rapport à leurs propres oppositions. Comment ça se fait que Québec solidaire peut se promener dans une foule puis il n'y a pas de problème, tout le monde les accueille puis la CAQ se fait crier des bêtises? Ben peut-être parce que le système représentatif actuel, il met une minorité au pouvoir qui n'est pas représentative et pour vrai, les citoyens, ils sont pas fous, ils le voient puis ça les contrarie vraiment. C'est peut-être parce que finalement, on n'a pas un système représentatif des citoyens. Donc, ça crée des divergences, ça crée des tensions sociales, ça crée du rejet dans tous les sens, c'est des formes d'intimidation dans tous les sens. En fait, ça crée la division. Vous savez ce qu'on dit, hein? Diviser pour mieux régner, ça a été le principe de gouvernance au Québec pendant très longtemps, pendant en fait, je dirais beaucoup trop longtemps. Puis je pense que pour en mettre fin avec cette
violence, cette lutte de pouvoir, avec cette intimidation des formations politiques, on devrait peut-être avoir un système plus représentatif au Québec et une réforme du mode de scrutin. Je pense que ça pourrait améliorer les conditions et la vie politique au Québec, dans tous les sens du terme. Et vous?